avez un support de présentation? Ouais. Est-ce que vous souhaitez rester à table, prendre le micro, et puis moi je passe le support, je le fais défiler en fonction, ça vous va? Yeah, mais je peux aussi faire. C'est comme vous voulez. Oui, je vais. C'est bon? Ouais, vous préférez aller là? Est-ce que vous préférez rester à table et que je fasse défiler le support au fur et à mesure, ou est-ce que vous allez venir? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer pour pas laisser filer le timing. Je sais que c'est pas facile de revenir de la pause café. Pour cette deuxième conférence, on vous proposera un focus sur les produits. Donc on a fait appel à 4 entreprises régionales régionales ou près de la frontière de la région, pour être tout à fait précis, et qui ont aujourd'hui complètement intégré dans leur process du recyclage de matériaux, et qui mettent déjà à disposition des produits et qui ont déjà évalué l'impact environnemental de l'intégration de produits issus du recyclage. Donc je vous propose de démarrer tout de suite avec Vicona, donc Antonin Cornulangy. Je vais vous laisser vous présenter, mais donc je vous laisse démarrer cette première conférence. Voilà. Tout d'abord, bonjour à tous et merci Lucien et le CD2E pour cette belle invitation. Alors effectivement, pour ma part, je vais parler au nom de Vicona, qui est donc un gamiste aluminium répandu sur tout le territoire, mais aussi dans le monde entier. Et pour ma part, je fais donc de la prescription dans les Hauts-de-France et également sur Paris, auprès surtout des bureaux d'études façade, des architectes, maîtres d'ouvrage, entreprises générales, pour du coup promouvoir nos solutions, mais aussi parler un petit peu de notre aluminium recyclé, qui est donc l'enjeu et ce que je vais vous présenter assez simplement aujourd'hui, parce que le sujet est à la fois simple et complexe, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des thèmes abordés aujourd'hui. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Je vais préparer 4 ou 5 slides pour aborder un peu le sujet de façon légère. Et si, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Il y en a une juste avant. Juste avant. Merci. Juste en préambule, donc Vicona Gamist, on propose des solutions d'aluminium profil extrudé pour des entreprises qui vont répondre sur des marchés de menuiserie aluminium, justement pour du clos couvert, donc des portes, des façades, des fenêtres, verrières, etc., avec des produits de gamme, mais aussi des produits de création. Vicona, on est intégré dans un groupe qui s'appelle Hydro, qui est un groupe norvégien qui travaille l'aluminium sur toute sa globalité dans plein de secteurs différents. Nous, extrudeurs, on est intégré et on n'est qu'une infime partie de leur fonction et de leur métier. Ils travaillent également pour l'aluminium, pour l'alimentaire, l'industrie, l'automobile, etc. J'ai mis cette photo en préambule juste pour tout simplement expliquer d'une façon un peu brute que le déchet a une vraie valeur. Vous le savez depuis très longtemps, l'aluminium est recyclé. On ne l'a pas inventé, ce n'est pas Hydro qui l'a inventé, sauf que on le met en valeur d'une façon un peu différente aujourd'hui, on le valorise et on a des unités de production qui ne font que ça. Et du coup, l'ensemble de nos produits sont issus de l'aluminium recyclé à 75%, parce qu'après, il y a une composition un peu technique qu'on ne va pas aborder, mais on recycle à minimum 75% de notre aluminium. Et donc, on le valorise autrement et de façon plus intense depuis 2019. On le faisait auparavant, sauf qu'on a accéléré la cadence depuis une dizaine d'années. Et depuis 2019, voilà, on propose un aluminium recyclé sur l'ensemble de nos produits, en gamme ou en création. C'est donc ça la nouveauté. Mais l'aluminium ne se recycle pas depuis 2 ans, depuis bien plus longtemps. C'est juste que c'est une mise en valeur autrement, à travers justificatifs, à travers des unités de production qui ont été modernisées, qui ont été retravaillées pour justement récupérer cet aluminium brut, qui avait déjà connu un cycle de vie d'une exploitation, et donc c'est de l'aluminium de seconde fusion qu'on va réutiliser sur des bâtiments en déconstruction, en démantèlement. Donc on récupère cet aluminium et on le réintroduit dans nos 2 unités de production qui sont donc en Allemagne et au Luxembourg.
pour le marché français, de façon à le proposer sur nos nouveaux produits et le mettre à contribution sur des projets de plus ou moins grande envergure et le proposer à nos clients. Vicona, effectivement, on est régional, on est dans les Hauts-de-France. Alors au sud des Hauts-de-France, on est dans le 02, à côté de Soissons. C'est le siège France, voilà, à Soissons. Et on a différentes unités de production un peu réparties sur tout le territoire. Mais ce qui concerne l'aluminium recyclé, on est dépendant de 2 unités au Luxembourg et en Allemagne qui produisent donc uniquement de l'aluminium recyclé. On s'appuie beaucoup sur le groupe Hydro parce qu'on possède du coup en interne toutes nos infrastructures et on va dire de la recherche et développement qui travaille sur l'aluminium. Donc en fait la filiale extrusion dont on fait partie bénéficie de toute cette manne répartie on va dire à travers différents sites mais essentiellement en Europe pour mettre à profit, à contribution de différents services et proposer du coup cet aluminium recyclé. Donc à travers ces différentes images, on peut voir des sites de production, on peut voir de la matière première et qui est donc la bauxite qu'on utilise, comme vous le savez, à juste titre dans la confection de produits d'aluminium. Vous avez le produit brut qui est donc une billette qui, elle, est donc de première ou de seconde fusion qui nous permet de ensuite créer nos profils extrudés et aussi une image qui représente du coup cette manne de matière que l'on récupère à droite à gauche sur différents sites. Et c'est un petit peu notre cheval de bataille dans les années à venir, parce que jusque-là, on a un process qui est maîtrisé. Mais sur le marché français et sur tout le territoire, on a encore, je dirais pas du mal, mais de la difficulté pour récupérer toute cette matière qui est donc issue de bâtiments et de projets en déconstruction pour justement la réintroduire directement chez nous. Voilà, donc c'est les enjeux des 10-15 années à venir où on aimerait récupérer à travers nos clients directement des produits issus de la déconstruction et les réintroduire directement dans notre outil industriel pour les proposer quelques mois, quelques années plus tard à travers nos nouveaux produits. Mais on procède par étapes et pour l'instant, on est peut-être qu'à la moitié ou aux 2 tiers du chemin qu'on doit parcourir. Ces petites images pour vous présenter de façon très simple la transformation de la matière première qu'on extrait ou qu'on extrait jusqu'à présent sur des mines à travers différents continents, des mines de bauxite pour récupérer du coup cette matière première qui nous permettait de faire notre aluminium. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que, comme je vous le disais juste avant, on récupère de l'aluminium de première fusion, donc on n'a plus besoin de matière première. Donc déjà, c'est un gain et une préservation de l'environnement, j'ai envie de dire. On respecte davantage, on va dire, notre belle et chère terre et on fait attention à la richesse naturelle. Donc, on économise de la matière première, on réutilise l'aluminium disponible, tout simplement parce qu'il suffit de se balader à Lille ou ailleurs. On voit bien que de l'aluminium, il y en a absolument partout dans notre quotidien. Mais si on fait un focus sur le bâtiment, il y a énormément de possibilités et d'aluminium disponible en réutilisation. Donc profitons de cette mise à disposition de divers projets qui sont en rénovation ou de cet aluminium disponible pour du coup le réintroduire dans le système et en refaire de nouvelles menuiseries. Et ensuite, c'est de travailler sur ce cercle virtueux de la réutilisation, parce que l'aluminium, ça se réutilise à l'infini, ça ne perd pas de propriétés mécaniques, thermiques. Donc un aluminium, juste faire attention à sa composition, à son alliage. Après, on est dans des compositions chimiques un peu perplexes, mais l'aluminium du bâtiment est utilisable principalement que dans le bâtiment. Ce n'est pas l'aluminium industriel ou alimentaire. Donc, réutilisons cet aluminium de nos bâtiments pour en refaire un nouveau produit et le remettre à contribution et à disposition de nouveaux projets, en rénovation ou en neuf, bien entendu. On peut passer. Quelques chiffres, juste pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, pour montrer qu'effectivement, on a tout intérêt à travailler dans ce sens, à réutiliser cet aluminium disponible sur nos projets. Tout simplement parce que c'est un gain d'énergie.
les usines sont certes énergivores, mais beaucoup moins que nos usines de première fusion. Elles ont un apport beaucoup moindre, donc on va dire, c'est un gain à ce niveau-là. Surtout que nos deux unités de production sont aussi autonomes parce qu'elles réutilisent la transformation du produit pour s'auto-alimenter en énergie. J'ai pas mis de vidéo, mais pour ceux qui s'intéressent, on pourra en parler par la suite. Le processus est à la fois simple et complexe, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les énergies, les unités de production sont certes énergivores, mais beaucoup moins que si on faisait un aluminium primaire. On préserve de la matière première, comme je le disais, on évite de continuer à creuser, à gratter. On a tous vu des mines à ciel ouvert, pas forcément sur le territoire français, parce que c'est comme beaucoup de choses, on préfère le faire chez les voisins. Donc c'est pas très beau à dire, mais il faut être honnête. Voilà, il y a toujours ce sujet d'aller puiser dans les richesses naturelles dans des pays pas forcément développés. Donc voilà, tout ce cumul fait qu'on peut aller dans ce sens, surtout que notre matériau qu'on utilise, donc l'aluminium, est recyclable à l'infini sans perte de propriété. Donc on a tout intérêt à s'engager à 100% dans cette voie-là et à approfondir, comme je vous le disais, pour récupérer davantage et valoriser encore plus. On parle de 75% d'aluminium recyclé, mais on peut sûrement monter à 80, 85, etc. Mais pour un équilibre des propriétés utilisées dans le bâtiment, on a besoin de réinjecter 25% d'aluminium primaire pour justement équilibrer et avoir je dirais, la bonne formule. Nos déchets, ils sont issus de deux grandes catégories. Les déchets du coup qui ont connu un cycle de vie, ceux qu'on rencontre sur les bâtiments en déconstruction. Ceux qui n'ont jamais connu de cycle de vie, c'est donc tout ce qui est chute et rebut, malfaçon, etc. Donc on a deux entrées, on va dire. La principale, c'est bien sûr l'aluminium, les déchets post-consommation, voilà, qui sont donc du coup le principal apport chez nous. Et ensuite, tous les rebuts, toutes les chutes que nos clients peuvent faire, mais qu'on fait aussi en interne. Donc, il y a, on va dire, les déchets qui n'ont jamais connu d'utilisation, qui sont faciles à récupérer parce que ça, c'est Vicona, c'est Hydro, c'est ce qu'on produit. Et ensuite, il y a tout le réseau, comme je vous le disais auparavant, qui mérite d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, de travailler avec des gens qui sont dans la déconstruction, qui valorisent pas ou très peu leurs déchets, parce que voilà, d'une façon très simple, pour l'instant, les châssis, on les rapporte chez le ferrailleur du coin. Voilà, c'est pas plus bête que ça en France. Il n'y a pas de valorisation outre que ça, donc c'est pas valorisé à juste titre, où on peut sûrement faire plus et mieux, parce que c'est un vrai coup de matière. Vous avez tous entendu en ce moment que entre les pénuries et les coûts, c'est extrêmement tendu et problématique. Donc voilà, on est, on va dire, sur le bon chemin, mais pour aller plus loin, il faut valoriser ou maîtriser cette filière un petit peu mieux que ce que ça l'est aujourd'hui. Je crois que c'est la dernière slide. Pour vous dire, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, c'est comment le mettre en valeur, comment justifier. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher? Voilà, j'ai juste cité quelques chiffres pour vous dire que donc les 75%, on en a parlé, c'est la teneur de recyclé dans 1 kilo, dans 1 tonne d'aluminium chez nous. C'est vérifié par un organisme indépendant, alors allemand, parce que Vicona est une marque allemande, donc on est dépendant d'eux, et c'est comme ça qu'on a travaillé pour nos EPD et pour la justification, mais c'est un organisme de contrôle indépendant qui donc certifie et qui a la traçabilité de cet aluminium Circal. C'est son petit nom qu'on lui a donné chez Vicona. Donc cet aluminium Circal, il est certifié et vérifié par un organisme indépendant qui est l'équivalent du CSTB, il me semble, côté Allemagne. Le 2 kg équivalent CO2 par kilo d'aluminium, c'est le ratio de production de carbone pour 1 kilo d'aluminium produit. Donc voilà, on passe du simple au double. Juste pour vous donner une idée, la moyenne européenne est à 6 et la moyenne mondiale est à 16. Et nos amis chinois, encore un petit peu plus, mais c'est un autre débat. Et
Et ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais voilà, pour vous dire que cette teneur CO2 par kilogramme d'aluminium produit, c'est la plus faible du marché et c'est la moins impactante que l'on peut proposer en ce moment. Et donc, c'est attesté par des EPD. Alors, il y a toujours le débat EPD, FDES. Ça, je pense qu'on peut en parler jour et nuit. Actuellement, on travaille essentiellement et que sur des EPD pour le moment. On a volonté, et c'est le cheval de bataille pour début d'année prochaine, de fournir des FDES pour justement justifier cet aluminium et le proposer à nos clients. On le fait actuellement d'une façon assez simple parce qu'on le fait sur des EPD, personnalisés par opération en prenant un volume d'aluminium, de surface, de façade, de type de produit, de type de profil, pour justement le personnaliser et le mettre en contribution du client pour prouver à un bureau d'études environnementales, à un maître d'ouvrage, que effectivement l'aluminium Vicona est un peu plus propre et un peu plus respectueux que ce qu'on faisait auparavant ou que nos concurrents. Parce que ça, je pense que je peux le dire aussi, il y a l'enjeu financier et cet aspect plus ou moins coûteux, mais il y a toujours cette tendance à dire qu'effectivement, si on le produit et si on le met à disposition, il est au même prix qu'un aluminium classique. Donc effectivement, Hydro et Vicona s'est engagé pendant quelques années à vendre cet aluminium recyclé au même prix que son aluminium de première fusion, donc son aluminium classique, j'ai envie de dire. Voilà, pour faire dans mes 15 minutes. Merci beaucoup. C'est effectivement intéressant de voir l'intérêt aussi pour l'industriel d'introduire, au-delà de la préservation de la réserve, etc. On voit aussi l'image, on voit aussi le prix et l'impact environnemental. Donc c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il est aussi possible de développer des produits issus du recyclage avec des stratégies qui sont économiquement viables à moyen long terme. Je finirai juste, pour un exemple concret, on a réalisé en livraison 2020 le premier bâtiment en aluminium circal sur le campus de Yesseg à Lille. Donc je pense qu'il y a pas mal de Lillois dans la salle. Donc à travers un de nos clients, on a mis en œuvre, il y en avait un à Bordeaux et un à Lille, et c'est le campus de Yesseg avec cet aluminium recyclé. Voilà. Donc la région est porteuse de solutions bas carbone. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner sur une deuxième présentation. Alors, du coup, Espérance, je vous remercie. Vous étiez engagé à participer à la conférence et les agendas ont fait que vous n'êtes pas présent ce matin, mais vous avez quand même réussi à trouver une solution technologique pour permettre à chacun ici d'avoir votre présentation. Donc on voit votre slide, on voit aussi votre visage et l'intérieur de votre voiture. Je croise les doigts pour que la technologie tienne jusqu'à la fin de votre présentation à minima, et j'espère qu'on aura aussi la possibilité d'échanger lors du moment de questions. Je ne vais pas spoiler votre intervention, je vous laisse prendre la main et présenter qui est Ethnici et qu'est-ce que vous faites au sein de cette entreprise. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir trouvé le temps et la possibilité de vous rendre disponible. Bonjour à tous. Effectivement, je m'excuse parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans un course. Et donc, je suis dans ma voiture, sur un parking, et c'est le seul endroit où j'ai trouvé de la 4G. Et j'espère que ça sera pas trop compliqué par rapport à la qualité de la conversation. Donc, je suis Espérance Fenzi, fondateur d'Enici et du Westeriol. Donc, le Westeriol, c'est une matière qui est, par définition, composée d'à minima 75% de déchets, donc c'est entre 75% et 100%. Pour faire très court, pour résumer très vite le Westeriol, ça doit être écolo, donc recyclé, ça doit être beau, et ça c'est un travail qu'on a avec nos clients, et ça doit être chargé de sens. Le meilleur exemple qu'on ait encore aujourd'hui, c'est la coquille, le carrelage en coquille de moule de la braderie de Lille. Et ça permet de mettre en lumière ce côté chargé de sens. Donc, la démonstration que l'on fait, c'est qu'avec des déchets, on arrive à faire du beau, on arrive à faire des choses sympas.
Qui nous sommes, donc voilà, aujourd'hui le fer de lance, c'est qu'un déchet est une ressource, un déchet peut être beau, et le fait qu'un déchet ait une première vie nous permet de raconter cette histoire et du coup d'être différenciant par rapport à des produits en matière vierge qui n'ont rien à raconter. Dans le nord de la France, j'ai cité les coquilles de moule à Braderie-Lille, on recycle aussi de la brique, et dans les Hauts-de-France, ça a du sens. Ça veut dire aussi qu'on a une vision très locale des choses, puisque cette coquille a beaucoup moins de sens pour un Marseillais. Mais si je prends l'exemple de Strasbourg, à Strasbourg, ils vont avoir des grès rouges à exploiter et qui est une matière locale intéressante, donc vraiment une vision locale. Si on vous donne les deux missions de l'entreprise, c'est revaloriser les matières locales et relocaliser l'emploi. Donc vraiment, si on rêve un petit peu le modèle économique d'Enicy et de Westeriol, c'est des unités de production à 40 km de chaque gisement. Toute notre démarche est basée sur le durable. Alors le durable, c'est de l'économique et du sociétal. Là-dessus, rien de nouveau. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'une bougie que l'on fabrique. Donc elle dure 40 heures de combustion avec une fragrance qui a été choisie en fleur de coton. Elle est très jolie. Elle est vendue 25 € TTC dans le marché et du coup on considère qu'on remplit notre contrat économique. Cette même bougie, elle a un pot alors, avec différentes matières qui peut être la coquille de moule, la pierre bleue, le sable de fonderie, la coquille d'huître, la brique, du verre pigmenté, le pare-brise, on a différentes matières. Mais surtout, le pot est lui-même 100% recyclé. À l'intérieur, on a une bougie de la cire de cierge de paroisse, donc de la cire recyclée que l'on récupère dans les églises. Donc, sur ce produit-là, la seule chose qui n'est pas recyclée est la mèche. On a fait des essais avec des mèches en bois mais on avait des soucis d'allumage, des soucis de qualité, donc on est revenu à une achète des raies pour avoir ce gage de qualité. Donc voilà, un produit quasiment 100% recyclé. On considère que la partie environnementale est remplie. Et sur la partie sociétale, c'est une belle association, un beau partenariat avec Triselec, puisque c'est eux qui apportent cette dimension-là. C'est eux dans les paroisses et c'est aussi eux qui, c'est un chantier école d'insertion chez Triselec à Dunkerque qui vont fabriquer la cire qu'on vient mettre dans les... Au-delà de ça, dans ce durable, il y a aussi un petit peu d'économie de la fonctionnalité à notre sens, puisqu'on charge pour utiliser le pot plusieurs fois. C'est quand même dommage d'acheter un pot chaque fois qu'on veut acheter une bougie. Donc on considérait qu'il fallait pouvoir nettoyer facilement le fond de pot à la fin de la combustion de la première bougie pour y mettre une recharge. Voilà, et donc tous nos produits sont réfléchis autour de ce durable et que peut-on apporter sur le sociétal, sur l'économique? Est-ce qu'on arrive à être accessible à plus de monde? Voilà, en tout cas, on ne veut pas être catégorisé dans le écolo bobo. Notre équipe, aujourd'hui 14 opérationnels et puis 4 mentors. Sur les 14 opérationnels, nous avons 6 opérateurs de production, donc Oumar, Johan, Seyed, Florian, Ashraf et Patrick. Ils sont eux-mêmes issus d'un cursus Triselec et c'est une volonté, c'est aussi le partenariat et c'est se dire que peut-on apporter en l'occurrence, notre métier, c'est de prendre un déchet, en faire un bel objet. Notre métier n'est pas de faire de l'insertion.
s'associent à Triselect pour se dire, ben, en fin de cursus d'insertion, ces gens-là sont courageux, ils sont super, et ben, nous, on leur donne une chance, on signe des CDI avec eux. En tout cas, c'est notre manière de voir les choses et de participer à l'effort social local. Aujourd'hui, donc l'entreprise a été créée en 2017. Je suis très transforme 2 tonnes de déchets tous les jours. C'est un point fort, et donc ces 6 opérateurs de production transforment tous les jours site. Ça a été une année assez riche parce que il y a maintenant un peu plus d'1 an, on était entre 200 et 300 kilos jour, et donc il y a eu beaucoup de recrutement. Enfin, on a en tout cas multiplié par 10 notre capacité de production, et on aller plus loin. Sur le process en lui-même, on est sur un process assez standard, mais surtout qui a été choisi par sa frugalité. Donc, on ne consomme pas d'eau, on consomme finalement très peu d'énergie, en l'occurrence de l'électricité, et on fait des machines ou des technologies qui sont peu énergivores. J'essaye d'aller vite pour vous présenter vraiment la globalité, mais là, je pense que ça, c'est une slide qui va vous intéresser, puisque on fait le maximum d'ACV. C'est un super outil qui coûte assez cher, mais qui nous permet d'avoir une vision tangible du bénéfice que l'on apporte. Et en l'occurrence, sur du carrelage, on a travaillé en comparaison des grès cérame du marché, des classiques du marché, et on se rend compte qu'on divise par 2, voire 3, l'empreinte carbone du carrelage, d'un carrelage standard. Donc ça, c'est un élément essentiel pour nous et qui nous guide sur les marchés, les produits à réaliser. En l'occurrence, ce qui nous intéresse aussi, c'est que le volume de carrelage vendu tous les jours ou tous les ans en France est un volume clairement industriel, et donc c'est un volume qui nous intéresse. Aujourd'hui, une grande diversité de produits. Je vous parlais des bougies, vous les retrouvez en haut à gauche, mais on fait aussi de différents objets. Donc on a une gamme de couteaux, et surtout on est pour nos clients. On a une gamme de mobilier, souvent pour les professionnels de la restauration, du coworking. Je vous ai parlé de carrelage, mais je peux aussi vous parler de pain japonais. Enfin, ces pains japonais, vous les retrouvez dans tous les Leroy Merlin, dans tous les Jardiland, dans la majorité des gammes verts, et maintenant dans les Truffaut. Donc c'est un volume actuel. Donc les pains japonais, ils ne sont pas à l'écran, mais c'est des pièces d'à peu près 25 cm que l'on vient disposer pour créer des circulations souvent chez les particuliers. Et puis la dernière famille de produits, c'est l'urbanisme, donc du mobilier urbain, du pavage. On a fait par exemple, on a fait le parvis de la maillerie avec les bétons, les tables du chantier, grâce à un travail avec NeoEco. On croit beaucoup dans cette famille de produits, puisque je vous parlais de raconter des histoires, et il n'y a rien de mieux que les matières locales pour mettre en lumière le territoire. Et par exemple, si je reste sur la coquille de moule, se dire que le mobilier de la ville de Lille est fait en coquille de moule, ça a du sens. Ou alors aller vider les déchetteries des matières que l'on peut recycler pour faire le mobilier, une fois de plus, de la commune avec ses propres matières. C'est quelque chose qui a une appétence. Alors, vous savez aussi bien que moi, c'est vrai que ce sont des marchés publics, donc c'est des négociations et c'est une démarche assez longue, et donc qui prend un peu plus de temps que les 3 autres familles de produits. Aujourd'hui, notre grande force, c'est surtout le sur-mesure. En fait, pas vraiment de force commerciale, on a surtout des chefs de projet qui, aujourd'hui, ils sont 3 et qui
vont être à l'écoute de nos clients. Et aujourd'hui, ben, on a des clients qui importent certains produits et qui nous disent ça nous intéresse de regarder quelque chose de local avec des matières durables. Et ça, c'est de grande force. Et c'est pour ça qu'en très peu de temps, j'ai oublié, il manque une slide, mais en très peu de temps, on a été dans plein des Leroy Merlin, mais aussi des industriels comme une maison de luxe française ou on travaille dans le BTP avec le groupe Bouygues, alors Bouygues Construction comme Bouygues Immo, comme Elan. Voilà. Et, on a une différenciation grâce à ce sur-mesure et on s'est adapté nos produits au marché et aux besoins de nos clients. Et donc, on a une très très rapide. Je vous ai dit, alors, cette année, on a multiplié par 10 et on est parti sur les mêmes bases. J'espère que vous m'entendez encore. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Ah, pardon, allez-y. Vous voulez conclure? Vous aviez quelque chose à ajouter? Allez-y. Ah oui, désolé, je suis revenu. C'était juste... Ouais. Pour conclure, c'est vrai que malheureusement, je ne suis pas présent avec vous. Puis je vais refiler dans la nature profonde. et donc, mais en tout cas, voilà mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et pour échanger, parce que malheureusement, je ne suis pas parmi vous. En tout cas, merci beaucoup. On vous a bien entendu. C'était très clair comme présentation. On voit, voilà, à la suite des 2 premières présentations, on voit des modèles économiques aujourd'hui qui émergent pour fabriquer des matériaux issus du recyclage. On voit des industriels qui se transforment dans leur façon de faire et qui réfléchissent à l'intégration de matériaux issus du recyclage dans leur process de tous les jours. On n'est plus dans la gamme spécifique. On voit que ça peut devenir la norme. On va passer sur la 3e intervention. Je ne vais pas dire on va changer d'échelle, mais on est sur un autre type d'entreprise. Avec vous, Maïté, on va parler du groupe Saint-Gobain et de sa stratégie d'économie circulaire. Forcément, il y a des enjeux énormes aussi parce que ce sont des entreprises qui ont des impacts très importants, que ce soit sociétaux ou environnementaux, et qui forcément développent des stratégies globales, des stratégies de RSE. Et il est intéressant de voir aujourd'hui la prise en compte de ces mastodontes dans comment on va intégrer des groupes industriels alors on peut choisir la facilité et de les montrer du doigt parce que c'est des gros, mais on peut aussi se dire, tiens, c'est eux aussi qui vont participer au changement, à la transformation, et les petites actions de ces grands groupes vont avoir des conséquences très fortes en termes d'impact environnemental et sociétal. Et donc on trouvait avec Lucien pertinent de les recevoir, de leur donner la parole et d'écouter aussi la manière dont ces grands groupes-là se transforment sur la question du réemploi et du recyclage. Je vais donc vous laisser la parole et lancer votre présentation. Je suis minuscule, voilà, parfait. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, changement d'échelle. Pour autant, on se sent une responsabilité, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'un groupe comme Saint-Gobain, il est forcément obligé de s'y mettre aussi. Et vous verrez qu'on s'y est mis depuis très longtemps déjà, et notamment sur la décarbonation. Et donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous rassure, parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps. On va surtout parler de recyclage et de réemploi. Mais effectivement, on a engagé on va dire, des grands mouvements pour faire en sorte qu'on puisse construire durablement. Donc, très rapidement, effectivement, notre objectif principal... Extrusion, dont on fait partie, bénéficie de toute cette manne répartie, on va dire, à travers différents sites, mais essentiellement en Europe.
pour mettre à profit la contribution des différents services et proposer du coup cet aluminium recyclé. Donc à travers ces différentes images, J'ai réussi à me dédoubler. Magique. Bon alors, du coup je disais, notre objectif principal c'est zéro net carbone à 2050. Donc évidemment, décarbonation de l'industrie, et ça, on ne va pas développer ça aujourd'hui, on pourra en parler au déjeuner si vous voulez, mais bien évidemment économie circulaire. Pourquoi? Parce que l'économie circulaire, ça participe bien évidemment à cet axe de décarbonation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repense totalement le cycle du produit. Rien d'étonnant, l'économie circulaire, vous savez ce que c'est. C'est un cycle et donc on travaille bien sur la totalité du cycle. Alors je vous l'ai remis ici, donc bien évidemment on part du principe d'éco-conception et de diminuer l'impact de la fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout réduire l'intensité en ressources. Il y a plusieurs solutions pour ça. Alors on a déjà vu effectivement un certain nombre d'exemples. On peut incorporer moins de matière. Il y a toujours une notion de performance, mais on peut essayer d'alléger les produits. C'est toujours moins de ressources qui sont consommées. Bien évidemment, intégrer de la matière recyclée ou encore intégrer des sous-produits qui sont issus d'autres activités et qui, au lieu de devenir des déchets, vont devenir une sorte de coproduits et pouvoir être intégrés. Un autre axe qui est très important, c'est les substances dangereuses sur certains produits, effectivement, et notamment dans le bâtiment, la qualité de l'air, etc. C'est très important d'arriver à une substitution complète de ces substances. La recyclabilité, on en a parlé déjà, et donc on verra à quel point c'est important quand même, cette histoire de recyclabilité, même si on est sur des matériaux qui vont être posés sur des bâtiments pour une durée de 10, 20, 30, voire plus d'années. C'est quand même très important de le penser dès le début. Et puis, améliorer la durée de vie. On a parlé tout à l'heure de questions de leasing, d'économie de la fonctionnalité, et bien évidemment le réemploi. Pour nous, le réemploi, ça permet bien de maximiser l'usage du produit, puisque finalement, il va être employé plusieurs fois et donc il dure plus longtemps. Et enfin, gérer la fin de vie du produit. Donc vous verrez quelles actions on a sur le recyclage. Alors, aujourd'hui, on intègre déjà de la matière recyclée dans un certain nombre de nos produits. Alors, sur Placo, 50 000 tonnes à peu près chaque année de gypse sont introduits dans nos plaques, sachant que ces tonnages sont issus d'une filière que nous avons développée qui s'appelle Placo Recycling. Et aujourd'hui, nous faisons en sorte avec quasiment plusieurs centaines de prestataires en fait, d'arriver à récupérer ces plaques de gypse qui viennent de la déconstruction et d'arriver à les réintégrer dans nos produits. Sur le verre, alors on en parlait tout à l'heure et donc je vais pouvoir compléter l'intervention de Vicona. Il y a effectivement le cadre dans une menuiserie, mais il y a aussi tout le verre à l'intérieur et vous verrez qu'en fait on s'échine à aller récupérer ce verre sur des chantiers. Effectivement, on a parlé aussi de la REP ce matin, je pense que ça va nous permettre d'accélérer très fortement parce que les gisements vont arriver. Donc on va pouvoir certainement industrialiser beaucoup cette filière. En tout cas aujourd'hui, on intègre déjà 35% de calcin, c'est donc le verre cassé, dans la composition du verre plat. Sur la laine de verre, elle contient aujourd'hui à minima 40% de matière recyclée. Alors là, je précise, sur la laine de verre, c'est principalement de la bouteille, c'est ce que vous voyez. Oui, vous le voyez. Sur l'image, on a donc ces petites bouteilles en verre, c'est principalement cette matière-là. Pour autant, nous avons aussi développé une filière de recyclage de laine de verre avec un outil qui est sur notre usine d'Orange. On en a aussi un en cours de construction sur l'usine de Chemillé, donc à Angers. Et effectivement, on est bien dans cette démarche d'augmenter au maximum le taux de recyclé dans la laine de verre. C'est la même chose, même si ce n'est pas les mêmes usines, pour les plafonds Ecofond. Eurocoustique, pareil, sauf que ce n'est pas de la laine de verre, c'est de la laine de roche. Mais effectivement, on a de la matière recyclée qui entre à l'intérieur. Les systèmes de PAM, qui sont des tuyaux en fonte, vous connaissez bien la problématique ferraille, je pense, contiennent 99% de recyclé. Et puis, une dernière intégration de matières premières secondaires, et là, donc, on est plus sur un coproduit qui est intégré dans la colle Weber Flex Eco, qui donc a de la matière première secondaire dans sa composition. Donc voilà, ce sont des exemples de ce qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années pour augmenter l'intégration de recyclés. Donc on voit que c'est possible, effectivement, et qu'il y a des barrières techniques, on travaille dessus, et l'idée, c'est vraiment d'arriver à augmenter au maximum ce pourcentage de recyclés dans nos produits. Alors maintenant, je vais me mettre au niveau local, parce que l'idée, c'était vraiment de vous montrer aussi ce qu'on faisait dans la région. Donc on a des partenaires régionaux, on a aussi une usine qui est à Niche, et qui donc fabrique du verre plat.
et aujourd'hui qui consomment déjà du verre recyclé. Alors pourquoi on recycle le verre plat, ou en tout cas pourquoi on introduit du calcin dans les fabrications de verre plat? Eh bien, tout simplement parce que ça permet d'éviter des émissions de CO2. Alors pourquoi? Parce qu'on chauffe moins du calcin, donc du verre issu du recyclage, il est moins chauffé que du sable pour arriver à fabriquer du verre, d'une part, et puis en plus, on n'ajoute pas d'éléments carbonés quand on a du calcin, il le contient déjà, et donc ce sont deux facteurs de réduction d'émissions de CO2. Évidemment, enfin oui, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, la température de fusion du calcin est plus faible que celle du sable. Donc on économise aussi de l'énergie parce qu'on chauffe moins, tout simplement. Et enfin, bien, on préserve bien évidemment les ressources naturelles. Et comme je viens de vous le dire, une tonne de calcin, ça économise 1,2 tonnes de matières premières parce qu'il y a le sable et aussi les éléments carbonés dont je vous ai parlé qu'on évite. Donc vraiment, le recyclage du verre plat a tout bon. C'est très important de parler de boucle fermée, c'est-à-dire que le verre plat doit retourner au verre plat. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gisements qui sont formidables et parce qu'effectivement, ça participe au développement de la filière en global, ce qu'on disait tout à l'heure. Si on développe la filière de collecte des menuiseries, intègre, recyclage, etc., eh bien, ça permet de récupérer à la fois le verre et aussi le cadre. Et chacun va retourner dans sa filière, qu'il s'agit d'un cadre en bois, qu'il s'agit d'un cadre en PVC, qu'il s'agit d'un cadre en aluminium. Les 3 cadres se recyclent. On intègre aussi, bien évidemment, les chutes de production de nos flottes. Donc le four flotte. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Je ne sais pas si vous savez, c'est parce que le verre flotte sur un bain d'étain. Voilà. Ça s'appelle un four flotte. Et bien évidemment, tous les transformateurs industriels, les menuiseries industrielles qui aujourd'hui réceptionnent du verre de grand format et qui vont le découper pour fabriquer des menuiseries ont aussi parfois des chutes. Et donc l'idée, c'est de récupérer toutes ces sources. Et donc la partie déconstruction est celle qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, je pense. Et donc, on a un objectif 2022 d'intégrer 6500 tonnes, cette fois-ci en France, pas que à l'usine d'Aniche. Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a développé quelque part notre propre circuit pour la déconstruction. Donc, il y a une petite carte. Le principe, c'est effectivement de sensibiliser les chantiers. On en a parlé tout à l'heure. C'était une question. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Comment vous allez nous aider à déconstruire? Aujourd'hui, nous, on mène des actions sur les chantiers pour expliquer comment il faut déposer les menuiseries, comment il faut les garder intègres pour arriver à les récupérer et les envoyer vers des centres de démantèlement qu'on a aussi formés pour leur apprendre, entre guillemets, à casser le verre pour éviter les indésirables et du coup permettre que ça soit conforme à la qualité du float et permettre au final que ça soit recyclé. Donc, c'est ce que je vous évoquais, bien évidemment, la mise en place de la filière REP devrait accélérer tout ce process. Et donc, se posent les questions d'industrialiser. Bien évidemment, aujourd'hui, on est sur des tonnages qui ne sont pas du tout à l'échelle du gisement global de verre qui va être issu des déconstructions. Et donc, il faudra augmenter les capacités. Alors, là, un bout de ma présentation. Des petites animations pour pas que vous endormiez pendant la présentation. Donc, industrialiser. On a un partenaire local, Covanor, avec qui on s'est associé et qui se charge, lui, du coup, de faire toute cette sensibilisation chantier. Donc, il va voir les chantiers, il leur propose, il organise les tournées, il récupère les menuiseries et ensuite, il les casse. Donc, c'est ce que vous avez dans la première photo. Vous voyez le bac du verre cassé. Et donc, au passage, vous voyez la qualité. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a que du verre. On est sur une qualité, le taux d'indésirable est de l'ordre du ppm. Donc on est vraiment
sur du verre à 100%. Et l'idée, c'est de l'accompagner pour arriver à faire plus vite. Et donc, on a signé un accord cette année pour l'équiper d'une machine. Donc, c'est une machine qui est brevetée par Saint-Gobain et qui va lui permettre d'augmenter sa capacité de traitement et donc de mécaniser la casse du verre. Vous voyez, ça, c'est un premier élément. Et donc, c'est vraiment très concret. C'est-à-dire comment on fait en sorte d'aller plus vite. Et donc, Covanor est quand même très actif. Il a contribué à plus de 20% des volumes de calcin qui sont recyclés chez Saint-Gobain à boucle fermée. Et donc, ça représente l'équivalent de 10 000 fenêtres. On est quand même sur des chiffres qui ne sont pas anodins. Deuxième idée sur l'industrialisation. Eh bien, avec le soutien de l'ADEME, on va monter une ligne de tri à Aniche pour permettre le contrôle qualité. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, la qualité, c'est primordial pour arriver à recycler du verre plat parce qu'on est sur des bains de verre en fusion qui sont d'un tonnage extrêmement important. Et donc, le moindre indésirable peut entraîner en fait, une non-qualité sur une production très importante et donc mettre en péril, entre guillemets, le principe même d'intégrer des déchets dans la fabrication. Et donc, c'est extrêmement important d'assurer cette qualité. Et donc, on va monter, alors, a priori, mise en service dernier trimestre 2022, cette ligne qui permettra de contrôler la qualité de différentes origines de flux de verre et de les mettre à la qualité qui est compatible avec tout simplement les exigences entre guillemets, du four. Et donc vous voyez, c'est deux échelles différentes, c'est deux points d'action différents, mais on voit bien que pour travailler sur une filière de recyclage, il faut travailler partout et on voit bien qu'on agit vraiment localement et c'est ça qui est important. Donc, on a d'autres nombreuses initiatives et je n'avais pas envie de vous bassiner avec ça ce matin. Donc, vous avez l'adresse ici, Internet, de notre brochure économie circulaire qui recense tout ce qu'on fait. Et surtout, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer tout de suite à la dernière intervention. La société Franck, on va accueillir Louise Franck, donc qui nous fait le plaisir d'avoir traversé la frontière belge pour nous rejoindre ce matin. On voulait vraiment vous présenter cet exemple. Alors je sais bien que la Belgique, c'est pas le territoire des Hauts-de-France, mais on a là un modèle économique dans l'entreprise Franck qui est pas tout récent, qui date des années 50 ou 60, je crois. Et qui fonctionne. Tout à l'heure, Lucien posait la question pourquoi on ne l'a pas fait avant. Je pense qu'après cette intervention, on va se dire effectivement pourquoi on ne l'a pas fait avant et pourquoi on ne développe pas plus ces modèles. Et peut-être que vous parlerez des freins et des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir ce modèle qui est juste à côté de chez nous, avec une matière qui est quand même abondante puisque vous traitez prioritairement de la brique. Donc voilà, j'apprends rien à personne en disant qu'il y a beaucoup de briques chez nous. Donc je vais laisser la parole pour la dernière intervention à Louise Franck de la société Franck. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louise et ensemble avec mon père, Jan Frank, nous dirigeons l'entreprise Frank. Je viens de Flandre, en Belgique, et je parle normalement le néerlandais. Donc aujourd'hui, je ferai de mon mieux de parler en français. Nous sommes heureux de vous en dire plus sur la façon dont nous récupérons les briques de réemploi. Notre travail n'est pas une science exacte, c'est un vrai métier. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous donne une idée de notre entreprise. C'est en néerlandais, mais c'est juste pour l'idée. Wist je dat gebakken stenen al werden gebruikt rond 3000 jaar voor Christus? We hebben dus al veel ervaring met...
ter plaatse van stenen. Maar hoe werkt het nu allemaal precies? Daar komen we vandaag achter bij een expert op het gebied van stenen. Mijn vader is 50 jaar geleden gestart met het recupereren van gevelstenen. Onze expertise wordt nu al 3 generaties doorgegeven. Vroeger werd deze steen gebruikt voor typische landelijke stijl, maar vandaag wordt deze vaker gebruikt voor de moderne en tijdloze woningen. Een recuperatiesteen blijft een façadesteen. Deze moet zorgvuldig met de hand worden ontmanteld, manueel gereinigd en gepalletiseerd worden. Onze job is eigenlijk een echte ambacht. Door de expertise van ons team weten wij van welke regio deze stenen afkomstig zijn en kunnen wij nog steeds een goede kwaliteit garanderen. Mijn vader en ik ontvangen persoonlijk onze klanten in de showroom. We nemen graag de tijd om samen op zoek te gaan naar een perfecte gevelsteen voor hun project. Naast de mooie gevelstenen van Frank bieden we ook nieuwe dakpannen en geveltechnieken zoals bureren aan. Zo streven we steeds naar een steengoed resultaat. En 1973, c'est OK? Franz Frank, mon grand-père, a fondé notre entreprise familiale spécialisée dans la démolition de bâtiments en vue de récupérer les briques. Nous faisons le travail depuis près de 50 ans, mais l'humanité fait le réemploi de matériaux de bâtiment depuis toujours. Comment ça marche concrètement? Avant de faire une prix pour démolir un bâtiment, nous regardons à certaines choses. Nous inspections d'abord quel type de briques. Les briques que nous récupérons datent des années 1800 jusqu'à les années 1960. Deuxièmement, nous estimons la quantité de briques sortant d'un immeuble, l'estimation du montant et de l'expérience. Ensuite, nous regardons la dureté du mortier. Nous pouvons récupérer mieux sur la base de la chaux. Et enfin, nous examinons la valeur marchande de la brique. Si nous pouvons récupérer les briques, nous commençons les travaux de démolition. Nous procédons très prudemment. Nous travaillons avec une excavatrice, avec une cire pour trier. Puis, nous utilisons un pince pour séparer les briques. Et avec la excavatrice, nous abattons les murs et plaçons soigneusement les briques sur le sol. Toutes les briques sont chargées manuellement dans un bac à briques, puis elles sont vidées dans un grand conteneur sur le chantier. Après tout ça, le conteneur avec les briques sont amenés à notre dépôt à Kampenhout pour être nettoyés. Les briques sont nettoyées à la main. Nous utilisons une hache spéciale pour endommager le moins possible les briques. Nous occupons de la brique de façade. Ils sont ensuite triés par type et palettisés par 500 ou 1000 pièces selon la taille. Les palettes sont stockées par type et enfin, ils sont prêts pour la nouvelle construction.
Nous livrons chaque jour beaucoup de nouvelles maisons. Les briques de récupération sont utilisées pour les maisons modernes et le style campagnard. Et maintenant, la plus importante, le prix. Le prix de briques est causé par le coût de ramassage, le transport à notre dépôt, le coût du nettoyage, la palettisation et le transport à la nouvelle chantier. Il y a beaucoup de phases, mais ce n'est pas très cher. Les briques de récupération sont d'un meilleur rapport qualité-prix que le neuf, parce qu'ils sont cuits solides et ils ont le temps de sécher. Ils étaient cuits dans des fours à charbon à l'époque où le charbon était abondant et où l'on ne se souciait pas de l'environnement. La qualité de briques se compose de 1. Origine. Autour de la région de Boom, à Tomorrowland, la meilleure brique a été cuite. La façon de démolition, sélection, nettoyer et palettiser sont très importants. Il reste une brique de façade. Récupérer des briques, c'est un vrai métier. Nous ne devrions pas tester nos matériaux. Il faut avoir la foi dans notre expérience et connaissances. Nous vendons des briques de réemploi avec une garantie à vie. La chose la plus importante est que nous devons penser circulairement, mais utiliser des matériaux qui donnent aux gens une sensation agréable. Nous pouvons encore envoyer des gens dans des vieilles maisons que nous avons fournies il y a 40 ans. La brique a un processus de vieillissement différent et très agréable. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, c'était la dernière intervention ce matin. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a donc pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être à la première conférence, vous avez un bouton devant vous pour prendre la parole et je vous invite à lever la main avant, histoire qu'un seul micro s'allume à la fois. Est-ce qu'il y a une question? Pas tout de suite. Ah, monsieur là-haut. Ah, pardon. Vous battez pas, allez-y. Bonjour, Luzolo Naidik, Inex Circular. J'avais une question pour Vicona. Vous avez parlé de 75% de recyclés aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le blocage? C'est le cahier des charges du coup de vos clients derrière ou c'est votre souci de sourcing et vous n'arrivez pas à récupérer assez d'aluminium? Alors c'est principalement une question de sourcing effectivement parce qu'il y a plus de demandes que de produits recyclés disponibles. Et l'autre paramètre à prendre en compte qui est aussi très important, c'est au niveau de la propriété mécanique d'une billette d'aluminium. Donc la billette qui mesure 6 mètres, qui a un diamètre grosso modo aux alentours de 20 cm. Cette billette elle a un équilibre avec des caractéristiques qui correspondent à l'alliage nécessaire pour l'extrusion de nos produits. Et du coup on est obligé de réinjecter un aluminium primaire qui, je dirais pas purifie, mais qui équilibre l'ensemble. Donc voilà, on parle de 75% minimum. Il y a une variante jusqu'à 85%. Voilà, ça se balade, on va dire, dans cette fourchette-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 60% minimum d'aluminium recyclé. Donc voilà, pas assez de matière et aussi équilibre les caractéristiques mécaniques de l'alliage 6060 utilisé pour nos produits. Merci beaucoup. Du coup, je vous en prie. Merci pour ces interventions. Du coup, Maud Soubéran de Neoeco. J'avais deux questions, une pour Vicona et une pour Saint-Gobain. La première pour Vicona, c'était au niveau des répartitions des approvisionnements. Vous avez dit que vous approvisionnez d'une part des chutes de production d'aluminium et d'autre part des déchets issus du BTP, ou en tout cas des déchets d'aluminium. Quelle est la proportion entre les deux?
Je dirais 90-10 parce que en fait, les chutes ou les rebuts, les non-qualités, il y en a, mais pas tant que ça. Donc c'est qu'une infime partie de notre sourcing. Donc la principale, c'est tout ce qui se déconstruit, tout ce qu'on récupère, pour dire vulgairement, chez les ferrailleurs, à droite, à gauche. Et c'est cette filière-là voilà, qu'on veut accentuer, qu'on veut mieux maîtriser. Parce que déjà, pour augmenter le sourcing initial et faire rentrer davantage d'aluminium pour répondre à la demande, et du coup préserver aussi de la richesse naturelle. Donc voilà, le ratio il est à peu près comme ça, mais principalement bien sûr tout ce qui se déconstruit à droite à gauche. J'ai tendance à dire que les villes ou les pôles urbains sont des mines à ciel ouvert parce que voilà, il y a un gros potentiel de récupération d'aluminium pour en faire de la réutilisation. Ok, merci. Et du coup, pour Saint-Gobain, j'avais plus une question sur justement les usines qui intègrent du recyclé, ou plus précisément l'usine de recyclage de tout ce qui est laine de verre. Il y en a une du coup en France à Orange. Et je crois que vous avez parlé d'Angers tout à l'heure, où j'ai peut-être pas très bien compris. Mais Chemillé, en fait, ouais. Oui, c'est ça. Du coup, il y a aujourd'hui, la problématique, c'est que quand on a un chantier dans les Hauts-de-France, finalement, l'impact carbone du transport jusqu'à Orange, il a plus beaucoup de pertinence. Il est très important. Et donc, du coup, on se dit, est-ce qu'on va vraiment devoir l'emmener? Donc, est-ce qu'il y a des projets d'expansion, justement, peut-être un peu plus dans le nord de la France, pour justement ce type de matériau qui est tout aussi présent dans le nord que dans le sud? Alors, pas à court terme. Alors on a 3 usines qui fabriquent de la laine de verre en France. On en a une à Chalon-sur-Saône, une à Chemillé, donc à côté d'Angers, c'était bien ça. Chemillé est moins connu qu'Angers. Et effectivement une à Orange. Donc bon, voilà, aujourd'hui on en a donc une qui tourne à Orange, une en projet pour 2023. Donc c'est amorcé, hein, mais c'est un peu long de construire ce type d'usine. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Aujourd'hui, la laine de verre, pour être recyclée, est refondue, transformée en calcin et ensuite refibrée pour refabriquer de la laine de verre. Donc ce sont des process qui sont très complexes et c'est pour ça que ce n'est pas aussi, je dirais, simple qu'une installation de broyage ou ce genre de choses qui serait sans doute plus facile à installer. Donc pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre une usine supplémentaire sur l'usine de Chalon. Maintenant, il y aura sans doute des réflexions à mener avec l'arrivée de la REP, avec l'arrivée des gisements. Et il y aura peut-être aussi, j'espère, et je compte sur Valobat qu'on a vu ce matin, pour aller chercher beaucoup d'innovation. Et sans doute proposer des nouvelles technologies. Et donc des questions de mutualisation aussi vont se poser sur la question du recyclage et de cette fameuse industrialisation dont je parlais tout à l'heure. Comment on fait pour rendre la filière performante? On voit bien que effectivement, on entend parler aussi d'économie. Moi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, tout ça a un coût. Et donc, il y aura peut-être des opportunités, finalement, d'implanter des usines avec des gros volumes. Pourquoi pas? Ouais, on évoquait aussi, et Nissi en a parlé, vous en avez parlé tous les deux, l'ACV ou l'équivalent européen. Aujourd'hui, il est important aussi de se dire quelle est la limite acceptable entre l'impact environnemental positif et la dérive qu'est le greenwashing, de dire on fait du recyclage, mais en fait on pollue plus en recyclant que si on recyclait pas, quoi. Donc c'est tout l'enjeu aussi de mesurer ça et de voir la distance acceptable par rapport au chantier et jusqu'à où on se donne d'aller. Mon chantier est sur l'île, pour ma laine minérale, quelle est ma limite au-delà de laquelle ça sert à rien que je la transporte parce que mon impact environnemental va être pire, quoi. Oui, je suis d'accord, tout ça se calcule. Il y avait une question. Oui, Alexandre Garcin, Bouygues Bâtiment Nord-Est. Alors ma question s'adressait à Madame Ketterer pour Saint-Gobain. Vous avez parlé beaucoup de recyclage, mais est-ce que vous avez aussi des perspectives en termes de proposition de produits en réemploi? Alors j'ai vu que Ecofond, sur les produits Ecofond, vous vantez la démontabilité, mais est-ce que vous envisageriez, est-ce que Saint-Gobain envisagerait de devenir un locataire de matériaux qui mettrait à disposition les produits pendant un certain temps et pourrait avoir une garantie de reprise? Est-ce que ça fait des choses? Est-ce que c'est des choses est-ce que c'est des nouveaux produits que vous envisagez pour l'avenir?
Alors, ce qui est certain, c'est que on sent une demande arriver, aussi bien en termes de réemploi. Alors, il y a deux demandes, hein. Il y a la demande du client, il y a la demande réglementaire. Il est très probable que dans les filières REP dont on a parlé ce matin, il y a des objectifs de réemploi et qui vont s'imposer à nous, producteurs de matériaux, d'une part. Et d'autre part, il y a une demande client qui commence à émerger. Alors, on a rapidement parlé ce matin des freins du réemploi, on a parlé d'assurance, on a parlé de caractéristiques techniques, parce que dans le bâtiment, il y a vraiment des questions de performance. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, on regarde ce sujet de très près, sachant qu'on le prend par le prisme, je crois, opérationnel et raisonnable, de se dire quelles sont les cibles, quels sont les produits qui sont aptes au réemploi dans le bâtiment. En gros, où faut-il mettre les efforts? Mais bien évidemment, c'est un sujet qui est regardé. Et sur la question de l'économie de la fonctionnalité, c'est la même réponse. Merci pour cette réponse. Il y avait une question là-bas. Oui, bonjour. Une petite question pour Louise Franck. D'abord, je trouve admirable votre entreprise. Et ce que je voulais savoir, vous avez parlé du type de mortier, notamment de la facilité de la chaux. Est-ce qu'il arrive sur certains mortiers qu'on voit sur les constructions plus récentes, des mortiers de ciment très durs, très collants, qu'on soit devant des constructions où il est impossible de récupérer les briques, ou est-ce qu'avec vos techniques, vous arrivez systématiquement, avec plus ou moins de difficulté, à les récupérer? Non, ce n'est pas possible de récupérer les briques qui sont fabriquées avec le ciment. Ce n'est pas possible. C'est dommage. Et donc aujourd'hui, votre entreprise, si vous êtes consulté sur un chantier avec des briques qui sont cimentées, est-ce que vous proposez quand même une solution type recyclage, concassage ou autre, ou est-ce que du coup vous venez pas du tout sur le chantier? Vous pouvez allumer le micro si vous voulez vous parler. C'est normalement pas possible pour récupérer. C'est dommage parce que est-ce que c'est aussi possible pour faire des briques avec des calcaires. Mais pour le moment, c'est avec ciment. Okay. Nee, hij wil zeggen, heb je al een ander idee? Wat doe je dan als het met cement gezet is? Wat doen we dan? Wat we dan doen? Ja, wat we dan aanraden. Dan is het Bricalion, hè? Ja, si c'est ciment, fabriqué avec ciment, c'est Bricalion, oui. Mais c'est pour le recyclage, hein. Ce n'est pas, c'est aussi bon, hein. Mais c'est pas pour recyclage et ne pas réemploi. Et du coup, ça signifie que le modèle économique, un jour, il va s'épuiser, ou vous avez une vision long terme, parce que les briques assemblées à la chaux, il y en a plus. Vous avez évoqué 1960, je crois, tout à l'heure. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à l'usage de la chaux et du passage au ciment, ou c'est lié à la qualité de la brique? Pourquoi vous récupérez pas les briques d'après 1960? Parce qu'en 1960, on démarrait de fabriquer le bâtiment avec du ciment. Donc c'est vraiment lié au type d'assemblage de briques. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez-y même. Oui, bonjour. Estelle Casado de Ecobuild de Bruxelles. J'ai une question très long terme, on va dire. L'exemple de Franck est très clair. Après 1970, il n'y a pas de possibilité parce qu'on a changé la technique. Est-ce que maintenant, il y a des recommandations claires, je ne sais pas, du gouvernement ou dans la REP, qui dit de comment construire un bâtiment? Parce que du coup, on hypothèque complètement un futur réemploi et on va retourner vers le recyclage, parce qu'on parle beaucoup de recyclage et peu de réemploi, en fait. Donc, il y a que Franck vraiment qui fait du réemploi. Si on veut aller vraiment dans une économie circulaire, on doit être dans du 100% réemploi. Et donc, comment maintenant anticiper les futurs gisements de produits qui ne se terminent pas en recyclage? Et donc, voilà, quelles sont les possibilités? Ouais, alors je ne sais pas qui veut répondre à ça, mais je partage tout à fait le constat. Aujourd'hui, on voit bien
que il y a, dans les 1930 à l'époque, enfin, les maisons type 1930, il y avait une brique, un torchis et du plâtre, et c'était très facilement démontable quelque part, et qu'aujourd'hui on vient y mettre du métal, un isolant, un pare-vapeur, etc., etc., et on alimente donc avec des vis, et en fait la construction qui était simple il y a 70 ans, elle devient très complexe, et ça complexifie l'étape de recyclage et de démontage. Et puis il y a effectivement cette question, est-ce que dès maintenant, quelqu'un, l'État, impose ou pourrait imposer des systèmes constructifs démontables? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici. Alors, sur les intentions de l'État, on a quelques représentants qui sont encore là, je crois, on pourrait leur poser la question. Je me garderai bien de répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on travaille sur des solutions démontables. On travaille sur des façades légères. Par exemple, effectivement, les systèmes placo-isovert ont sorti une façade légère qui peut justement venir en rénovation et donc presque se clipser sur un bâtiment. Évidemment, j'exagère un peu, mais c'est pour que vous ayez l'image. En tout cas, c'est pas de béton, ce qui permet de pouvoir rehausser un bâtiment. Et donc, en tout cas, c'est vraiment... les éléments sont totalement séparables et sont tous, de manière individuelle, recyclables. Et donc, on n'aura pas ce problème d'avoir des éléments imbriqués les uns dans les autres qui sont plus séparables et donc pas recyclables. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous, on développe des solutions avec ce prisme-là. Voilà. La question, c'est comment on fait dans les 30 ans qui viennent avec des produits qui n'avaient pas été conçus pour ça et qu'on doit pourtant absolument réemployer et recycler. Voilà. Donc on a une période transitoire, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau dans la conception pour les années futures, c'est totalement intégré chez nous. Et on va jusqu'à effectivement des principes de menuiserie. Alors bon, la paire n'est plus chez nous, mais qui n'avait plus aucun élément collé, par exemple. Voilà. On le voit sur le plâtre où ça a pas mal évolué. Je crois qu'il y a encore quelques années, un plâtre peint ou avec un papier peint ne pouvait pas être accepté en recyclage dans les usines. Et aujourd'hui, vous avez pallié à cette solution. Oui, effectivement, on agit aussi sur la partie cahier des charges qualité en entrée usine pour savoir comment on peut séparer les matériaux et comment on peut trouver des solutions pour arriver à accepter des matériaux divers. Je vais me permettre une question complémentaire à ce qui a été posé, à ce dont on parle maintenant, et je vais être un peu impertinent, si vous permettez, pour faire avancer Schmilblick. En tant que praticien, lorsque je consulte les informations techniques, tant pour l'aluminium que pour le verre que pour les briques, je lis bien entendu tout ce qui est recyclé dans les matériaux, tout ce qui fait vendre, excusez-moi de le dire comme ça. Mais effectivement, je ne vois jamais d'informations tout aussi facilement décelables sur ce que si c'est laqué, c'est quand même moins bon que si ce ne l'est pas. Je ne lis pas dans les catalogues de verre accessibles aux techniciens que si le verre est émaillé, il se recycle moins bien, ni ne lis dans les catalogues de briques que si c'est au ciment, ce sera plus difficilement recyclable. Est-ce que vous envisagez d'informer vos clients en la matière? Un espèce de cahier des charges techniques de la seconde vie du matériau. Mais au moins ne pas systématiquement mettre en avant, excusez-moi d'être un peu trash, ce qui se vend bien parce que les gens le veulent, mais aussi mettre en avant ce qui se recycle mieux, même si c'est moins sexy au niveau esthétique ou commercial. Alors pour ce qui est de notre part, même si je ne suis pas dans le service marketing et je suis quand même sur le terrain, mais je vous rejoins à 100%, on est intimement lié à un coup, à cet élan qui touche à l'environnement, et du coup on est dans un vent porteur sur tout ce qui est effectivement recyclable. Donc ça fait bien, ça vend bien, c'est une belle image, et effectivement on profite un peu de ce mouvement auprès des différents acteurs. Après, le mettre en avant, oui, on le fait oralement, et c'est vrai qu'on peut penser qu'un aluminium laqué ou anodisé ne se recycle pas de la même façon. Quand on prend les grandes lignes d'une fenêtre ou d'une façade, on a un vitrage, on a de l'aluminium, on a un joint, on a plein de petits accessoires qui sont entre guillemets du rebut pour nous, parce qu'une fois que ça va être transformé et déchiqueté, entre guillemets, ça va être des impuretés à gérer. Donc c'est vrai qu'on en parle peu ou pas, ou alors à travers d'échanges comme on a en ce moment, mais ce n'est pas forcément mis en avant en pensant à ce que va donner cet aluminium recyclé qui est posé aujourd'hui, qui sera sûrement déposé dans 20, 30 ans. Et on peut se dire que d'ici là, il y aura eu aussi beaucoup de progrès de fait sur l'outil industriel de transformation,
et qu'on pourra peut-être en parler plus facilement et l'intégrer dans nos brochures commerciales, dans l'aspect marketing et en parler de façon plus librement, ouvertement. Mais on ne rentre pas effectivement dans ce détail-là au moment de la vente et au moment du commerce, parce que pour l'instant, on se focalise effectivement sur la belle image, sur le fait que ce soit un aluminium plus propre. Donc il y a un gros lobbying ou il y a un gros côté marketing, clairement. Il ne faut pas se voiler la face. Tout industriel qui est là dans la salle ou avec qui on communique ne peut pas en parler ou ne peut pas dire le contraire. Enfin, je ne pense pas. Donc voilà, c'est aspect marketing, aspect pratique et le concret pour peut-être proposer une communication plus pointue et plus poussée. Je pense que ça viendra parce qu'il y a une demande, justement. Les gens cherchent cette information. Aujourd'hui, il y a plein d'informations, notamment dans la F2S ou les EPIDIC dont on a parlé tout à l'heure. Cette information, elle n'est pas lisible pour le consommateur lambda. Et donc, aujourd'hui, il y a une question de vulgarisation. Et quand on voit la loi climat et résilience, les décrets d'application, la loi AGEC, il y a toute une partie sur l'information du consommateur. Et donc, la question, c'est rendre intelligible cette information du recyclage. Après, la question, c'est toujours pareil. Techniquement, ça peut être recyclable. La question, c'est de mettre en place une filière pour permettre aux déchets de rejoindre la fameuse filière. Voilà, et nous qui avons anticipé et monté des filières de recyclage, on sait ce que ça veut dire derrière, on sait l'énergie qu'il faut pour arriver à monter ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je trouve ce type de journée formidable, parce que ça permet de passer cette information-là, que chacun, à notre niveau, à notre étape de la filière, on a notre rôle à jouer. Si on veut qu'un produit techniquement recyclable sur un document de vente, il finisse dans une filière de recyclage, effectivement. Mais en tout cas, oui, il y aura certainement de l'information, beaucoup plus, qui circulera et donc, je l'espère, vulgarisée. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? A priori, non. Moi, je vais m'en permettre une petite dernière. On a parlé d'ACV tout à l'heure. Enici on a montré aussi un petit bout sur l'aspect global warming. Aujourd'hui, il y a 19 critères qui sont mesurés dans une ACV. C'est ce qui la rend aussi difficilement compréhensible, parce que quand on va parler d'eutrophisation des eaux, ça ne représente pas grand-chose pour les uns et les autres. Et moi, je voudrais juste concrètement qu'on dise quels sont aujourd'hui les différents critères qui sont positifs quand on fait du recyclage et quels sont les critères qui sont à surveiller ou qui sont souvent négatifs. Parce qu'en fait, sur les 19 critères, un produit recyclé ne sera peut-être pas meilleur sur les 19 par rapport à un produit neuf. Et voilà. Et je ne sais pas si de vos expériences chez Vicona ou chez Saint-Gobain et de votre expertise sur les ACV, vous avez ça en tête en disant bah voilà, là-dessus et là-dessus on est souvent meilleur, par contre il faut faire attention à ça et ça parce que là on dégrade les indicateurs. Oui, alors les questions sur les ACV. Alors jamais de la vie je prétendrai être une experte ACV. C'est un vrai métier comme vous le savez, et donc j'arrive à peu près à les lire. Déjà c'est une petite victoire personnelle. En attendant, ce qui est certain, c'est qu'il faut surveiller, et finalement c'est ce qu'on a déjà dit. C'est-à-dire que le recycler, son intérêt principal, c'est d'éviter de prélever de la ressource naturelle, et c'est probablement des caractéristiques qui permettent d'éviter des ajouts ou de chauffer moins, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc d'arriver à avoir un impact un peu moindre quand on le réintègre dans la fabrication. Maintenant, le recycler, effectivement, il a son propre impact, parce qu'il faut aller chercher le matériau tout de même, il faut le transporter, etc. Et donc, il y a toujours une question là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plus grande priori, moi, de toutes celles que j'ai pu voir sur les ACV, c'est la partie production du produit qui pèse beaucoup par rapport à sa fin de vie. Et donc, la question, c'est plutôt vraiment de regarder l'effet bénéfique de l'intégration du recyclé dans un produit, parce que ça va baisser l'impact de la fabrication qui, généralement, pèse beaucoup dans les ACV. Voilà. J'aurais du mal à vous en dire plus, malheureusement. Et sur un cas concret, par exemple, si on parle de la laine minérale, vous avez évoqué le fait qu'on la refond, on la repasse en calcin, puis on la réintègre dans le process.
Et est-ce que cette étape de recyclage, quand on parle là pas du verre que vous incorporez, mais vraiment de la laine minérale, quel est son impact et voilà, comment on mesure ça? L'impact de l'introduction de calcin du coup dans la laine de verre, c'est vraiment éviter de prélever la ressource. Voilà. Donc là, c'est de l'impact évité, mais il y a quand même un impact du process industriel, forcément. Il y a un impact de toute façon, bien sûr. Très bien. Eh ben, un grand merci pour cette intervention. Merci d'avoir exposé voilà, ces innovations, ces évolutions et puis ce modèle aussi de nos voisins belges que je trouve moi très très pertinent. Et puis j'espère que c'est inspirant pour vous. Je vais vous laisser sur ce faire une petite pause déjeuner. Donc là où vous avez pris le café tout à l'heure à la pause ou ce matin en arrivant pour ceux qui sont arrivés le plus tôt. On se retrouve à 14h15, donc dans 1h30 pour la suite des conférences. Donc tout d'abord un focus projet, donc après le focus produit, on va passer à l'échelle du projet et puis on terminera la journée avec un focus politique territorial. Donc voilà, une échelle encore un peu plus macro. Je vous souhaite un bon appétit et plein d'échanges intéressants, la bouche pleine et le ventre plein. Voilà, je vous remercie, à tout à l'heure. Je vais le garer à côté de l'autre. Prendre la place votre.